Donc toi, mamie, t'aimerais bien faire Fury 325, de ce que j'ai compris. Oh, j'adorerais. T'adorerais? Oui, j'adorerais. Comment tu te l'imagines? Tu penses que ça va vite ou non? Oh oui. Ok. Hein? Bah, on y go. Quoi? Oh, bordel! Ah! Ah bah, je suis bien content d'avoir laissé cette putain de ceinture attachée. T'as de la chance que j'ai fait pipi. Putain de merde! Aujourd'hui les petits potes, on met le cap du côté de Charlotte aux États-Unis où nous aurons posé nos valises afin d'y visiter Carowinds. Vous n'êtes pas sans savoir que Six Flags et Cedar Fair ont fusionné l'année dernière afin de former une entreprise absolument gargantuesque dans l'industrie du loisir, une fusion qui n'avait pas encore eu lieu au moment de notre visite. Et oui, à ce moment-là, Six Flags et Cedar Fair étaient encore deux groupes concurrents. Et ce qui est certain, c'est que lorsqu'on arrivait dans un parc Cedar Fair, on était tout de suite soulagé parce que chacune de nos visites s'est déroulée comme sur des roulettes quand on visitait un de ces parcs. Tandis que quand on arrivait dans un Six Flags, bah, c'était pas du tout la même chanson, c'était au mieux médiocre et au pire catastrophique. Bon, sauf pour Six Flags New England qui est vraiment dans le haut du panier de ce qu'on peut voir dans le parc Six Flags, et sans être un parc exceptionnel, c'est quand même un parc dans lequel on a passé une bonne journée. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo consacrée à ce parc, eh bien je vous invite à le faire après avoir vu celle-ci. Six Flags Great Adventure est un parc dans lequel on a aussi passé une bonne journée, mais c'est pas tant grâce au parc que grâce à King Daka et El Toro qui sont vraiment deux attractions absolument exceptionnelles. Et vu que maintenant bah y a plus King Daka, peut-être que le parc a pris un coup dans l'aile. Morale de l'histoire, on était très content de pouvoir visiter Carowinds à ce moment-là, qui allait clairement nous changer de notre visite du bien déprimant Six Flags Over Georgia que nous avions visité la veille. Carowinds, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un parc qui a ouvert en 1973 après avoir été annoncé en 1969, donc il y a eu 4 ans de chantier entre l'annonce et le moment de l'ouverture. Tout ça étant notamment lié à un chantier ayant été rendu complexe par des conditions climatiques particulièrement difficiles au moment des travaux. Le projet était initialement prévu pour être ce qu'est devenu un Hershey Park aujourd'hui par exemple, donc un vrai resort avec notamment des hôtels, un centre commercial, des terrains de golf, un stade de foot américain, j'en passe et des meilleurs. De fait, comme je vous l'ai dit, le parc a ouvert en 1973. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1973? Eh bien, il y a eu une crise pétrolière, et donc ça n'a pas aidé le parc à atteindre ses objectifs. Même si le parc a quand même accueilli 1,2 million de visiteurs sur sa première année d'exploitation, hein, donc c'est pas non plus un chiffre complètement négligeable. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir rentabiliser ce qui a été dépensé pour couvrir cette première année d'exploitation. Le projet de resort a donc été abandonné après que le parc se soit retrouvé endetté, et donc l'homme d'affaires derrière Carowinds s'est associé à Taft Broadcasting, qui possédait notamment quelques licences bien connues des années 70, notamment les Scooby-Doo et toute la clique Hanna-Barbera. En 1980, le parc a démontré de l'ambition en investissant notamment dans la première montagne russe à posséder 4 inversions tout au long de son circuit, à savoir Carolina Cyclone, un coaster conçu par Arrow. D'ailleurs, le coaster est toujours ouvert à l'heure actuelle, et je vais vous en parler au cours de cette vidéo. Dans les années 90, le parc a été racheté par la Paramount, comme c'était notamment le cas pour Canada's Wonderland, California's Great America, King's Dominion, Kings Island, Gilroy Gardens et Terra Mythica en Espagne. Après, ce n'est pas parce que Paramount a racheté ces parcs qu'ils en ont fait des Universal pour autant, hein. Ce sont des parcs qui sont très chiches en thématisation, hein. C'est pas du tout basé là-dessus, c'est surtout axé sur les gros coasters, sur les grosses attractions à sensations. Et là-dedans, ils ne font quand même pas les choses à moitié. Alors ce qui est sûr, c'est que ces parcs à coasters, comme on les appelle, maîtrisent très bien leur sujet, hein. Ils possèdent pour la plupart d'entre eux une machine que tu ne retrouveras jamais ailleurs et qui dépote absolument tout, notamment Steel Vengeance à Cedar Point, Intimidator 305 à King's Dominion et la Fury 325 à Carowinds. Ce n'est qu'en 2006 que Cedar Fair a racheté tous les parcs nord-américains de la Paramount, se délestant donc de tous ses liens avec Terra Mythica en Espagne, et donc nous avons visité Carowinds quand il était encore sous le giron de Cedar Fair avant qu'il ne fusionne avec Six Flags. Carowinds fait donc référence au vent soufflant au travers des deux Carolines, donc de la Caroline du Nord vers la Caroline du Sud et de la Caroline du Sud vers la Caroline du Nord, le parc étant situé à cheval entre ces deux états. Et d'ailleurs, cette délimitation entre les deux états est matérialisée physiquement dans le parc, hein, vous le verrez au travers de cette vidéo. Allez, je vais pas faire durer ce briefing plus longtemps, je vais vous emmener maintenant avec moi afin de visiter Carowinds, et pour ce faire, je vous laisse immédiatement avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 18e jour de notre trip américain, et aujourd'hui, on en revient à de la valeur un peu plus sûre, parce que notre expérience pendant ce trip nous aura clairement permis de définir que les parcs Cedar Fair étaient à des années-lumière de la gestion cataclysmique des parcs
parc Six Flags, donc a priori, on devrait pouvoir passer une bonne journée. Bon, et puis là, en arrivant sur le parking, on ne peut pas dire qu'on n'est pas accueilli de la meilleure des façons, avec de l'énorme BM bien engageant qui n'attend que de pouvoir nous satisfaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que ça annonce du très lourd, cette histoire. En même temps, quand tu es accueilli par un coaster qui a mis si peu de temps à bâtir sa légende, à savoir Fury 325, tu te dis que tu vas forcément passer un bon moment. Fury étant un coaster ouvert en 2015 et qui est désormais considéré comme comptant parmi les meilleurs grands 8 de la planète, et à juste titre, vous le verrez. D'ailleurs, les employés en sont tout à fait conscients de la qualité de ce grand 8 et n'en sont pas peu fiers. Bah ouais, la vitesse est incroyable, et contrairement au Millennium Force de Cedar Point, ce n'est pas le seul argument sur lequel s'appuie ce coaster. Oh là là, mais regardez-le sillonner le long des rails comme il le fait ici, on pourrait le regarder tourner pendant des heures, c'est complètement hypnotisant. Et d'ailleurs, on ne sera pas resté des heures à le contempler, mais on aura passé tellement de temps à savourer chaque passage de train que ça aura retardé notre entrée dans le parc d'une vingtaine de minutes, parce que c'est pas tous les jours que tu vois un coaster de la sorte traverser un circuit avec autant de fureur, et en cela, le Grand 8 porte parfaitement bien son nom. Ah bah ça c'est sûr que dans le genre effet waouh, une arrivée à Carowinds, ça se pose là, y a pas à chier. Allez, il est maintenant temps d'entrer dans le parc pour pouvoir constater ce que Carowinds a dans le ventre, parc renfermant la généreuse somme de 14 crédits. What the fuck are you? Premier point assez étonnant du site, c'est la délimitation visible dès l'entrée du parc entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, le parc étant à cheval entre les deux états. De fait, à gauche de la bande bleue foncée, vous êtes en Caroline du Sud, et à droite de la bande bleu clair, vous êtes en Caroline du Nord. Pour notre part, nous allons commencer avec la droite du parc, donc par la Caroline du Nord, en profitant un peu de l'ombre étant donné qu'il fait encore particulièrement chaud ce jour. Et nous arrivons très rapidement au constat un peu amer que des 14 crédits possibles en début de journée, nous venons à l'instant d'en arriver à 13, étant donné que le Wooden Hurler ne semblait pas tout à fait prêt à recevoir des passagers. Je dirais même plus, le coaster restera totalement fermé pour cause de maintenance, comme en attestent ces mécanos s'afférant le long de la première drop. Bon, c'est tant pis, c'est comme ça, pas de plus un sur Hurler, et on se consolera en se disant que, quoi qu'il en soit, ce coaster se traîne une bien piètre réputation. Côté parcours, c'est à peu de choses près le même tracé que Thunder Run à Kentucky Kingdom, qu'on avait trouvé plutôt quelconque. Mais ici, paraît que Hurler est particulièrement violent, mais ça, bah, je pourrais pas vous en parler davantage. Puis il faut aussi dire que c'est pas si grave que ça tant que son voisin est lui bel et bien ouvert. Parce que son voisin, ça nous aurait vraiment fait excessivement chier de le rater, étant donné qu'il n'est autre que le légendaire Fury 325 faisant évidemment référence à la hauteur du coaster en feet, donc en pied, l'unité de mesure anglo-saxonne, parce que ouais, ils font rien comme tout le monde ceux-là. Oh là 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 là, je sens que ça va être bien cette affaire. Fury 325 est donc un coaster long de 2012 mètres, culminant à 99 mètres, le tout proposant une vitesse de 153 km/h atteinte après la première drop inclinée à 81 degrés. Ah oui, ça fait envie, hein. D'ailleurs, sachez que Fury est le coaster non propulsé le plus haut du monde, qu'il propose la drop la plus haute du monde sur un coaster non propulsé, et qu'il est également le coaster non propulsé le plus rapide du monde avec Steel Dragon 2000 situé à Nagashima Spaland. Ah bah ouais, des stats pareils, ça te pose un CV, c'est clair et net. Allez, les chiffres c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si l'énormissime montagne russe pondue par BM tient toutes ses promesses. Alors embarquons dans ces trains toujours aussi confortables et partons grimper cet immense lift bien intimidant qui nous permet d'avoir une vue entièrement dégagée sur les contrées des deux Carolines. Et qui dit qu'on monte, dit qu'il va forcément falloir qu'on descende. Et amis du vertige, accrochez-vous, car même si le lift est gravi assez rapidement, il est tellement haut qu'il peut sembler durer une éternité. Au sommet de celui-ci arrive une drop dont on a du mal à discerner les rails tant elle est inclinée, une drop qui se métamorphose en véritable mur alors qu'elle se dessine devant nous, et une drop parmi les plus jouissifs qu'il m'ait été donné de faire tant elle est longue et tant le train y accélère avec force et frénésie. Ah ça, je peux vous dire qu'on la sent bien passer. Nous entrons ensuite dans un étrange overbank turn si sec qu'on décolle les fesses en entrée et en sortie grâce à un très agréable floating. Et on passe ensuite en mode frénétique, en mode surexcité, avec un train dont on sent tout le poids et la masse nous pousser vers le mur du son. Un train fou inarrêtable lancé à une vitesse monstrueuse qui viendra négocier un parcours avec des changements de direction pris à une allure de malade, le tout se situant très proche du sol, des virages nous faisant d'ailleurs passer en Caroline du Sud. Parce que, à l'image du parc, le parcours de Fury 325 est lui aussi situé entre les deux états. Tout est si bien calculé qu'on suit parfaitement les mouvements de la machine, comme si nous en faisions partie intégrante, avec des effets de bascule très puissants et énergiques, qui vous envoient valdinguer tantôt à droite, tantôt à gauche, le tout sans que jamais le coaster ne semble perdre de vitesse. Ah ça, je peux vous dire que ça sert à rien de vous coiffer avant, faudra pas plus d'un tour pour vous flinguer le brushing. On en arrive ensuite à un élément encore totalement jouissif, à savoir une demi-esperluette, des
débouchant sur un wave turn qui nous fera passer sous l'allée, donnant accès à l'entrée du parc. Le train négocie cet élément avec une vitesse ahurissante, offrant qui plus est un joli airtime en sortie du wave turn. On en arrive ensuite à un nouveau virage relevé qui nous fera repasser en Caroline du Nord, avant que n'entre en scène le tout premier camelback de ce circuit, avec un airtime long et très agréable. Et le fait qu'il ne s'agisse là que du premier camelback en dit long sur la philosophie de ce coaster, qui a vraiment axé son expérience sur la vitesse. Et à ce niveau-là, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Vient ensuite la partie la plus gentille du coaster, histoire qu'on puisse reprendre notre souffle, à savoir une Helix qui nous amènera ensuite sur les deux derniers camelbacks, eux aussi très généreux en airtime made in BM, avec de langoureux floating à la clé. Fury 325 est un véritable chef-d'œuvre, de ces coasters qui valent à eux seuls le déplacement jusqu'aux États-Unis, et qui restera à jamais inscrit au panthéon des grands 8 les plus marquants de l'histoire. Ce coaster est un véritable monstre, dont le nom et l'aspect plantent à eux seuls le décor, avec aucun mensonge balancé quant à la qualité de la marchandise. C'est un coaster qui nous offre d'abord une vitesse de fou furieux, faisant qu'on plisse totalement les yeux pendant le tour lorsqu'on est assis au premier rang, et qu'on se fait aspirer comme une mouche dans un siphon lorsqu'on est à l'arrière. C'est un coaster qui est en plus très long, étant donné qu'il dépasse les 2 km, et dont on ressent vraiment la longueur à l'intérieur. On est à des années-lumière du sentiment de gâchis et de frustration que peut amener Orion à Kings Island, et on en a pour notre argent. Fury propose qui plus est un parcours qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur ce que BM appelle ses hypercoasters, quand bien même je vous vois venir, on est ici dans la catégorie des gigas. Hyper, c'est juste leur nom de catalogue. Fury, c'est beaucoup de vigueur, c'est punchy, c'est intense, c'est long, c'est généreux, c'est impressionnant de maîtrise, et c'est tellement excité qu'on se demande vraiment si ce coaster est bien signé par BM, dans la philosophie démente du truc nous fait davantage penser à du Intamin ou du SNS. Et pourtant, là, je vous en fais un éloge bien carabiné, alors qu'on ne perd pas de vue que c'est le premier ride qu'on a fait en arrivant sur le parc le matin. Je vous explique donc même pas à quoi ça ressemble quand on le ride le soir et qu'il a bien chauffé toute la journée. Ah bah, tu peux reprendre tous mes superlatifs et les multiplier par 10, ça te donne une petite idée de la folie furieuse qu'est cette machine à son plein potentiel. Actuellement, le meilleur coaster BM que j'ai ridé de ma vie entière, et pourtant, le duo suisse nous a délivré une belle quantité de coasters absolument magnifiques de par le globe. Et ça en dit long sur la qualité de cette bécane. Poursuivons notre visite de Carowinds avec un grand sourire aux lèvres suite à nos 3 tours consécutifs de Fury, mais aussi la crainte que le compteur de crédit ne fasse franchement la gueule en cette journée. Et oui, parce qu'après le Wooden Hurler fermé pour cause de maintenance, on ne voit pas grand monde s'affairer aux alentours de Carolina Cyclone. Mais vous pouvez vous rassurer dès maintenant, la plupart des coasters fermés en cette matinée ouvriront finalement en début d'après-midi, quand le parc sera suffisamment pourvu en opérateurs. Donc les bobos de type Arrow, on finira bel et bien par les avoir. L'occasion de se rendre compte qu'hormis l'usure classique des rails, des coups de pinceau sont régulièrement déposés sur les coasters du parc, contrairement à beaucoup de coasters de chez Six Flags. En attendant de faire du crédit, on ira se faire un tour de drop zone, une petite tour de chute Intamin de 48 mètres de hauteur, fermée à l'issue de la saison 2024. Une tour de chute tout ce qu'il y a de plus classique, mais vous vous en doutez venant d'Intamin, tout ce qu'il y a de plus efficace, malgré le fait qu'on n'aurait pas été contre la possibilité qu'elle nous propose quelques mètres de chute supplémentaires. Ce qui ne va pas nous proposer quelques mètres de chute, mais bien quelques bleus supplémentaires, c'est le crédit suivant, à savoir Ricochet, une one mouse, tout ce qu'il y a de plus classique venant du plus célèbre des constructeurs allemands, à savoir Mack-Rides évidemment. Cette Wine Mouse ouverte en 2002 propose un parcours long de 370 mètres, une hauteur de 14 mètres pour une vitesse de 45 km/h. Et surtout, cette Wine Mouse nous a provoqué un fou rire complètement inattendu lorsque nous nous sommes rendus compte une fois à bord que la plupart des zones de frein avaient été désactivées, comme ça peut souvent être le cas en fête foraine. De fait, le train trace comme pas possible et négocie avec la plus grande fermeté les virages à 180 degrés typiques de ce genre de coaster, faisant que le virage suivant est toujours plus violent que le précédent, et là je vous assure que c'est garanti sans accélération du plan, c'est Ricochet tel qu'il a été filmé. La seule zone qui freine à mi-parcours étant donc celle avant le demi-tour qui débouche sur la drop, mais sinon ça dépote fort, et autant ça peut être bien désagréable lorsqu'on n'anticipe pas les virages, autant ici ça va tellement vite que j'ai du mal à concevoir que le cerveau ne les anticipe pas tout seul, tant on sait qu'en restant inerte on risque de morfler. Ah là pour moi le cerveau il l'anticipe de la même manière que quand tu fais de l'apnée en mettant ta tête dans la baignoire, et bah au bout d'un moment ta tête elle va ressortir toute seule, hein, automatiquement. Bref, les Wine Mouse c'est clairement pas les coasters du siècle, mais dans ces circonstances, quand c'est pas complètement mou du bulbe, c'est tout de suite beaucoup plus marrant, et ça reste quand même franchement moins désagréable que les merdouilles Zamperla de type Woodstock Express à Walibi-Rhône-Alpes. Bon, mais là encore, vu ces histoires de frein et le fait que ça bourrine dans les virages, Ricochet s'avère finalement être un petit coaster assez rigolo, quand bien même il s'agit d'une simple Wine Mouse. Mais là, on va en passer à du totalement insignifiant et du totalement sans intérêt, et pour ce faire, je ne vois pas vers qui on pourrait se tourner à part vers le plus légendaire des constructeurs américains, j'ai nommé Arrow. Arrow, c'est 16 mine trains de par le monde, dont 13 présents aux États-Unis, un à Bennyland au Japon, et bien
bien sûr le fameux El Diablo de PortAventura, le dernier 16e de Frontier City, nous ayant quitté à l'issue de la saison 2005. Et parmi tous ces haros, on commence à en avoir fait une belle pelletée. Et croyez-le ou non, mais ils sont absolument tous merdiques, y compris le meilleur d'entre eux qui est Adventure Express et qui est présent à Kings Island. À Carowinds, il s'agit de Carolina Gold Rusher, un coaster ouvert en 1973 en même temps que le parc. Carolina Gold Rusher est un coaster aussi lent que douloureux, avec des bankings plus hasard de tumeur, 2 lifts s'intégrant dans un parcours de 730 mètres histoire de tuer dans l'œuf tout semblant de dynamique, et une autre composée en l'honneur de l'ennui mortel tant ce coaster est sans intérêt aucun. On n'en retire rien, si ce n'est parfois de l'incompréhension, à savoir cette question qui me hantera à tout jamais, qui est de se demander pourquoi ils ont conçu cette si longue séquence pré-lift où le coaster doit faire je ne sais combien de mètres de détour avant d'aller chercher le lift. Ça n'a absolument aucun sens, c'est hautement débile, et on se dit qu'à l'époque, ils ne cherchaient pas vraiment à faire d'économies sur le coût de l'acier. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une fois au sommet du lift, ça ne sera pas beaucoup plus intéressant que ce que vous venez de voir. Sauf que le train entreprendra en plus des bankings qui nous font nous demander s'ils n'ont pas foutu des coups de massue dans les rails pour pouvoir les connecter correctement, tant ces bankings semblent avoir souffert en 50 ans d'exploitation. Bref, Carolina Gold Rusher, c'est de la merde, mais que ce soit une merde ou un chef-d'œuvre, ça fait plus sain, et ça, on ne le lui enlèvera pas. Contre toute attente, nous ne serons pas allés tester le slingshot de Carowinds, déjà parce que je trouve que ce genre d'attraction est particulièrement surcoté, ensuite parce qu'ici, le slingshot fait certes 90 mètres, mais il coûte aussi et surtout 20 putains de dollars par personne. Et je peux vous dire que faire payer les gens 20 balles pour un tour de quoi que ce soit, même à Winter Wonderland, ils n'ont pas osé. Donc déjà qu'à la base, on n'était pas très chaud, mais alors là, à ce prix-là, c'est absolument hors de question. Pas non plus très chaud de casquer pour lancer des ballons de basket dans des arceaux rectangulaires, et là, on reste droit dans nos bottes par rapport à notre visite de Six Flags Over Georgia la veille, mais par contre, impossible pour nous de refuser sciemment un tour de Boomerang Vekoma lorsqu'on n'a pas le crédit. Ah bah oui, chasser les crédits, c'est accepter d'avoir à se faire mal, et d'avoir à se faire violence pour rider tout et n'importe quoi. Il s'agit donc ici d'un boomerang nommé Flying Cobras, un coaster ayant été relocalisé de feu Geauga Lake, parc de l'Ohio ayant fermé en 2007. Ici, comme vous pouvez le voir, on a le droit à de nouveaux trains, mais c'est pourtant pas ce qui va rendre l'expérience globale beaucoup plus agréable. La seule différence, c'est qu'en dehors d'un tracé catastrophique qui vous ratatine à chaque transition et qui a été équilibré par un schizophrène à tendance sadomasochiste, bah au moins, on prend pas de baffe. Sinon, rassurez-vous, on retrouve tout ce qui a fait la réputation de ces machines de l'enfer, avec un Cobra Roll plus mal dosé t'en chie du sang, un looping qui arrive à te secouer la tête de gauche à droite on ne sait pas trop comment, une accroche au lift qui te fait tourner la tête tant le corps ne comprend pas ce que tu viens d'encaisser. D'ailleurs, on serait pas contre le fait que le lift dure un peu plus longtemps, quand c'est la partie la plus agréable du parcours. Et puis, bien évidemment, la sempiternelle partie en arrière qui est extrêmement désagréable avec ce looping de l'enfer où tu as l'impression que ton squelette veut quitter ton corps, ainsi que ce Cobra Roll qui te secoue comme si t'étais la dernière des merdes. Ah, ça y a pas à dire, les Boomerang Vekoma, c'est prodigieux, et c'est encore plus prodigieux du fait qu'il y en ait absolument partout à travers le globe. Et oui, j'ai dit le globe, n'en déplaise aux platistes. Tout ça, c'est super, mais depuis Fury, le meilleur coaster qu'on se soit tapé, c'est Ricochet, la Winehouse Mac, donc va vraiment falloir qu'on trouve quelque chose pour élever un peu le niveau. Alors on se met en marche pour trouver de quoi nous permettre de cranter un peu la barre en termes de roller coaster de qualité. Tiens, Vortex, mais qu'est-ce que ça peut bien être que ça? Ah bah, vous allez le découvrir dans un très court instant. Et alors, autant je cherchais du coaster de qualité, autant je ne sais pas trop si c'est bien vers Vortex qu'on aurait dû se tourner, étant donné qu'il s'agit d'un stand-up pondu par BEM en 1992 et qu'il s'agit donc du troisième stand-up du constructeur après Iron Wolf à Six Flags Great America ainsi que Patriot à California's Great America. Et quand on se souvient du niveau de Georgia Scorcher qui est considéré comme l'un des meilleurs et qu'on avait pu rider la veille, on a tout à craindre de notre tour de Vortex. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais on n'a pas été totalement convaincu par Georgia Scorcher. Mais avant de craindre quoi que ce soit, il faudra se montrer patient face à la lenteur des opérations inhérentes à ce genre de coaster, qui est ici l'une des raisons pour lesquelles les parcs s'en débarrassent au fur et à mesure. Parce que là, le ride ne tournait qu'à un train, certes, et de toute façon il n'aurait pas pu tourner à plus de trains que ça, étant donné qu'on était globalement sur une dispatch toutes les 5 minutes. Et c'est bien la seule attraction de Carowinds pour laquelle c'était le cas. Comme toujours, n'oubliez pas de bien vous installer pour ne pas vous retrouver sur la pointe des pieds pendant tout votre tour, faisant de ce stand-up coaster un ballerine coaster comme les affectionne tant First Drop. Bon, mais alors, Vortex, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un coaster long de 621 mètres, haut de 27 mètres et atteignant la vitesse de 80 km/h. Autrement dit, c'est une machine de taille moyenne, et c'est même un BEM plutôt modeste. Et c'est vraiment pour notre plus grand bien, tant cette machine est désagréable. On reprend tous les défauts de Georgia Scorcher, à savoir le sang qui s'agglutine dans vos jambes à vous en faire péter les veines dès lors qu'on augmente un peu le curseur de G positif, et on subit l'ensemble du parc
parcours en attendant qu'une seule chose avec grande impatience, à savoir le fait d'arriver sur les freins finaux. Entre l'inconfort global du système de retenue, le layout, tout ce qu'il y a de plus basique qu'on traverse sans plaisir et en serrant les dents, et les opérations qui ne peuvent pas être autres que catastrophiques, on se dit qu'il serait clairement temps d'appeler Terry Walker et d'envoyer tout ça à la casse une bonne fois pour toutes. Allez, le petit point qu'on lui donne, ça va être pour l'originalité du modèle, et l'audace qu'a eu BM à l'époque de nous pondre un truc comme ça. Mais autant c'est original, autant on se dit qu'on est heureux de ne pas en croiser plus souvent des vieux stand-up de la sorte. Ce qu'on ne croise pas non plus tous les jours et qu'on est assez inquiet de ne pas voir tourner du tout, c'est Nighthawk, l'un des très rares Flying Dutchman Vekoma encore en fonctionnement au moment de notre visite. Et pour l'instant, je ne veux pas m'avancer en disant que ça pue cette histoire, mais clairement, ça pue cette histoire. Bon, mais là, on enchaîne toujours merdouille sur merdouille, hein, ça n'a pas évolué d'un iota cette affaire. Est-ce que diable nous allons pouvoir rider un autre coaster digne de ce nom après Fury 325 dans ce parc? Eh bien, manifestement, pas tout de suite, parce que je vois présentement des gens s'agiter autour de Carolina Cyclone, qui semble enfin être suffisamment pourvu en opérateur pour ouvrir aux visiteurs. Ah bah oui, à en croire ce train dans le lift, ça y est, la machine est effectivement ouverte aux visiteurs. Donc vu qu'on est à côté, allons de rechef chercher notre plus 1. Il s'agit donc d'un Looper Arrow ouvert en 1980, un coaster long de 640 mètres, haut de 29 mètres, mais proposant une première drop de 20 mètres, le tout atteignant la vitesse de 66 km/h. Et si vous avez un peu l'œil, vous pourrez constater sans difficulté que Carolina Cyclone possède exactement le même parcours que Python à Efteling. Sauf qu'à Efteling, ils se sont décidés à retraquer le parcours et à changer les trains, donc même si le coaster en lui-même est sans grand intérêt, force est de constater qu'il passe maintenant comme une lettre à la poste. Ce qui n'est pas du tout la même chanson du côté de Carolina Cyclone, qui est comme pouvait l'être Python en son temps, c'est-à-dire une bonne saloperie bien brusque sur laquelle on aimerait bien pouvoir placer un compteur de torgnole afin de savoir à peu près combien de neurones on a pu perdre à l'issue de notre tour. Donc si vous êtes nostalgique du Python de la grande époque, n'hésitez pas à venir poser vos fesses sur Carolina Cyclone. Ça vous rappellera assurément d'excellents souvenirs. C'est nul, c'est nul, c'est nul et c'est renul. Bon, la Caroline du Nord, à part Fury 325, c'est quand même pas ça qu'est ça. Alors allons voir tout de suite si le niveau est un peu plus élevé en Caroline du Sud. Alors oui d'accord, mais c'est pas en nous accueillant avec ce top scan signé des Hollandais de Mondial et ouvert en 2017 que ça va nous aider à nous dire qu'on va passer un meilleur moment en Caroline du Sud. Parce que là, même la team Gogol a passé son tour. Et pourtant, on sait que First Drop et Emmerich sont tout à fait friands de flat ride débiles à te foutre la gerbe jusqu'à la fin de la journée. Donc vous l'aurez compris, on sera allé chercher un ride un peu plus affriolant à se mettre sous la dent. Et je sens qu'on n'aura pas à traîner trop longtemps dans les parages avant de trouver chaussures à notre pied, étant donné que je vois se dresser devant nous une montagne russe signée Mack Rides et ouvert en 2019, j'ai nommé Copperhead Strike. Il s'agit ici d'un launch coaster à LSM long de 992 mètres, culminant à 25 mètres et poussant ses passagers à 80 km/h. Et Copperhead Strike est également le meilleur témoignage de la nouvelle politique de Cedar Fair qui s'applique de plus en plus à thématiser ses rides. Parce que entre Mystic Timbers en 2017 et donc Copperhead Strike en 2019, on sent que le groupe américain a fait de gros efforts en ce qui concerne l'enrobage de ses attractions les plus récentes. Alors oui, c'est pas du Fantasyland, mais pour Cedar Fair, c'est vraiment un excellent effort et une action très encourageante de la part des équipes du parc. Ici, on se retrouve donc dans une ferme appelée la Bird Farm, où une certaine Granny fabrique de la confiture très appréciée dans la région, étant donné que celle-ci dispose d'un ingrédient secret utilisé pour sa conception. Évidemment, l'ingrédient secret en question vous pètera la figure quand vous arriverez avec votre voiture dans la grange de la ferme, et là, ça partira très fort au quart de tour. En tant que grand amateur du Helix de Liseberg, que je considère comme l'un des coasters les plus aboutis que nous ait pondu le constructeur allemand, j'en attendais beaucoup de Copperhead Strike, qui est un coaster qui semble combiner tout ce qu'on prend plaisir à retrouver sur une montagne russe. À savoir du launch, de l'airtime, du changement de direction à foison et une dynamique qui ne semble jamais s'estomper. Mais pour savoir si la bécane va répondre à nos attentes, le mieux c'est de grimper dessus. On prend place dans ces très jolis trains typiques de Mack, aux assises surélevées et tout à fait confortables, et on s'en va immédiatement à l'assaut de la première inversion évidemment très inspirée du Hydra de Dorney Park et reprise notamment sur Ride to Happiness à Plopsaland. À savoir un Jojo Roll qui se trouve donc par définition en sortie de gare et qui est pris à si faible vitesse que vous retrouverez à pendouiller comme un cochon sur une broche simplement retenu par votre lap bar. Une inversion qui fait toujours son petit effet et qu'il est toujours amusant de pouvoir retrouver sur un coaster. Vous entrez alors bien installé au sein de votre voiture dans la grange où Granny fabrique sa confiture et découvrez la nature assez explosive de l'ingrédient secret ayant fait le succès de la dite confiture. Panique à bord, le surdosage de l'ingrédient rend toutes les machines un peu folles qui vont vous péter à la tronche pour vous envoyer voler à travers la contrée. Ça va péter! Péter!
S'ensuit après donc cette petite séquence toute mignonne et très agréable à retrouver dans un parc de ce type, une première propulsion malheureusement bien molle, un nouveau typique des propulsions auxquelles Mac nous a habitués. On arrive alors sur un premier looping traversé fort lentement qui offre une grosse dose de hang time où vous pendouillerez fort sur votre lap bar avant que nous nous engagions sur un petit camelback avec léger coup de pied aux fesses. Puis intervient un corkscrew qui, contrairement au loop, est pris à une vitesse nous laissant clouer au fond du siège. Un overbank turn plus loin, nous débouchons sur une petite cassure qui nous amènera sur le second launch possédant une bosse à la Panthéon ou à la Toutatis. Bosse qui ne comportera malheureusement aucune forme d'airtime, chose d'autant plus frustrante qu'on l'attendait fortement. Puis on est envoyé sur une espèce de double up traversant le second loop, un double up lui aussi dépourvu d'airtime qui nous enverra vers un cutback avec une bonne dose d'hangtime, chose dont Copperhead Strike n'est clairement pas dépourvu, avant de partir à l'assaut de la dernière inversion qui est donc un looping traversé plus rapidement que le premier, à une allure que je considère tout à fait bonne pour bénéficier des jets positifs en entrée et de l'effet d'aspiration en sortie. On part ensuite s'attaquer à une sorte de Stengel Dive traversant le premier looping qui nous enverra vers la dernière partie du circuit, avec à la clé de l'EGF Turn, une succession de virages et de petites bosses qui nous mèneront vers les freins finaux. Alors Dobik, qu'as-tu pensé de Copperhead Strike? Eh bien pour être tout à fait franc, ce coaster a été pour moi une déception, parce que sur le papier, il a tout pour plaire, mais dans les faits, je l'ai trouvé un peu à côté de ses pompes. Il s'agit d'un coaster qui ne sait pas trop sur quel pied danser, et qui essaie tout à la fois d'emprunter à la douceur d'un Helix et à la frénésie d'un Maverick. Pourtant, l'un et l'autre sont si diamétralement opposés qu'ils en deviennent très difficilement combinables. Habituellement, les Looper Mac bénéficient d'une grande amplitude pour pouvoir laisser parler leurs éléments. Ici, le parcours semble trop étriqué pour ce que le constructeur avait en tête en termes de rythme. De fait, on se retrouve à enchaîner des éléments très condensés de manière trop succincte, le tout à bord de train qui ne semble pas du tout approprié au parcours, à se demander s'ils ne sont pas trop lourds pour le layout qu'ils doivent pourtant parcourir. De fait, il y a beaucoup de pop airtime sur le parcours, mais surtout beaucoup d'airtime trop secs qui vous font décoller du siège très subitement. Sauf que le train perd généralement en vitesse tout de suite derrière le dit airtime, ce qui provoque une légère projection vers l'avant, pas forcément très agréable. On se demande également si les hang time ressentis sur le parcours sont tous parfaitement maîtrisés, tant on sent parfois que le train perd naturellement en vitesse de par son poids et nous retient au sommet des éléments qu'il peine à traverser. Et entre les airtime trop secs et les hang time trop prononcés, on voit poindre devant notre nez les limites des lap bars de ces modèles, qui ont parfois tendance à se transformer en toaster en serrant nos cuisses plus que de raison. De fait, c'est peut-être pas plus mal que certains éléments soient totalement dépourvus de G négatifs, alors que pourtant on pouvait s'attendre à décoller, comme avec la bosse présente sur le second launch à LSM. Mais là, force est de constater que c'est le calme plat. Pour ma part, Copperhead Strike, ça aura été l'une des plus grosses déceptions du trip, parce que j'en attendais vraiment quelque chose de ce coaster. Malheureusement, j'y ai pas du tout obtenu ce que j'étais venu chercher, et je dois même dire que je lui préfère de loin Bluefire, et j'avoue en être moi-même assez surpris. Bah ouais, c'est une très belle machine Bluefire, et j'y prends bien plus de plaisir que sur Copperhead Strike. Après, rassurez-vous, j'ai été le seul à émettre un avis plutôt tiède sur Copperhead Strike, donc on entre dans le cadre des goûts et des couleurs là. Toujours est-il que, malheureusement, le coaster ne m'a pas transcendé, je le trouve intrinsèquement bardé de défauts qui cassent le plaisir, quand bien même on n'en sortira pas en criant au scandale non plus. On en aura enchaîné 4 tours, et je n'y serai pas revenu par la suite, parce qu'entre Copperhead Strike et Fury 325 qui se trouvent de l'autre côté du parc, y a pas photo, Fury l'écrase sans même avoir à faire un seul effort. Suite à Copperhead Strike, nous serons allés tester un flat ride complètement débile que j'étais très curieux de pouvoir essayer, à savoir Southern Star, un looping Starship pondu par Intamin et ouvert en 1986. Au programme de ce flat ride débile, un bateau pirate, sauf qu'au lieu des mouvements de balancier classiques, vous effectuez de véritables rotations à 360 degrés. Ah bah ça fait rêver, oui je sais. Total de l'affaire, ça fout étrangement moins la gerbe qu'un bateau pirate, mais c'est absolument sans aucun intérêt, en plus d'être particulièrement désagréable au niveau du système de retenue. Et si tu veux sentir l'emplacement de toutes tes veines à l'intérieur de ton crâne, c'est parfait, tu les sens se remplir au fur et à mesure, et c'est un cours de biologie qui peut être instructif pour peu que vous y surviviez suffisamment longtemps pour en tirer quelque chose. Pas plus mal qu'il est dégagé à l'issue de la saison 2022 quoi. Et en fait, l'excellente satisfaction du jour, après le formidable Fury 325, c'était pas tant du côté de Copperhead Strike qu'il fallait aller la chercher, mais du côté d'un coaster qu'on s'attendait à trouver très chouette, mais qu'on ne s'attendait tout de même pas à trouver aussi chouette. Et ce coaster, c'est à nouveau du BM, puisqu'il s'agit d'Afterburn, un inverted ouvert en 1999.
Au programme ici, une bestiole de 901 mètres de longueur, 34 mètres de hauteur pour une vitesse de 100 km/h. Et surtout, une bestiole d'une intensité complètement folle qui nous aura tous surpris comme si nous étions des lapins de 3 semaines. Parce que quand je vous dis qu'Afterburn est méchant, c'est qu'il est vraiment méchant. Amis DG positifs, vous allez être surpris parce qu'on va vraiment vous en servir par palette de 15 ici. On s'en va donc affronter la bête en grimpant le traditionnel lift et ce sans savoir que nous nous apprêtons à rider l'un des meilleurs inverted BEM de la planète. Et ça, c'est quand même pas rien. On emprunte donc la première drop qui nous aspire très vigoureusement vers le bas avec une sensation d'accélération et de poussée très prononcée. Puis nous nous engageons sur le premier loop qui nous enfonce lui aussi bien profondément dans notre siège, un vrai loop d'inverted à l'ancienne quoi. S'ensuit un Himmelman très puissant qui remplit lui aussi parfaitement son contrat, le genre d'élément qui permet vraiment de laisser l'empreinte de tout votre corps dans le siège, avant que n'arrive un Zero G-Roll qui sera le seul véritable moment de légèreté de tout ce parcours. Puis arrive une excellente alternative au Cobra Roll, un élément qu'on ne retrouve que sur 8 coasters dans le monde et sur seulement 2 inverted avec le formidable Montu de Busch Gardens Tampa. Cet élément c'est évidemment un Batwing qui offre de très savoureux mouvements de bascule qui fonctionnent parfaitement sur des coasters de ce type. Ah vraiment, entre le Batwing d'Afterburn et celui de Montu, je crois que ça fait clairement partie de mes éléments préférés que peuvent comporter des inverted BEM, leur amplitude permettant davantage d'en profiter que s'il s'agissait d'un Cobra Roll. On clôturera tout ça avec une flat spin corsée comme il se doit avant d'en arriver sur les freins finaux. Eh ben bordel les enfants, quel bonheur cet Afterburn. C'est très puissant, c'est très agressif et il est de ces coasters sur lesquels lorsque tu commences à te sentir léger et à t'envoler, le train te ramène immédiatement à la raison en te rabattant avec force et vigueur vers le sol. Ça pousse vraiment très fort. Il y a un côté Batman The Ride mais en plus aérien et je peux vous dire que vous sortirez de là en comprenant encore mieux ce que signifient les forces positives et ce qu'on entend par le fait d'encaisser physiquement des jets et de multiplier le poids de votre corps. Ah ça, après le cours de biologie, c'est une vraie leçon de physique ici et c'est un coaster qui vous remettra clairement les idées en place. C'est simple et efficace, c'est bête et méchant et c'est surtout complètement détonnant. Bon, le meilleur coaster de Caroline du Sud, je crois qu'on a fini par mettre la main dessus et c'est vrai qu'entre Fury et Afterburn, on a vraiment 2 bécanes qui valent à elles seules la visite de Carowinds. Après, vous inquiétez pas, il reste encore des machines à découvrir parce que c'est quand même vachement fourni comme parc. Mais on va s'arrêter un petit instant pour vous faire part d'une différence notable entre les parcs Cedar Fair et les parcs Six Flags pendant ce trip et là je veux bien sûr parler de l'entretien. Loin du cliché des parkings à coaster, on a des zones comme celle-ci qui sont ombragées, fleuries, agréables, dans lesquelles il fait bon flâner et où il est plaisant de pouvoir faire une petite pause entre 2 coasters bien corsés. Ah bah de toute façon, un parc entretenu ça fait tout de suite la différence et c'est une chose que certains parcs aussi drapeaux ont vraiment beaucoup de mal à intégrer. Ce qu'on a aussi beaucoup de mal à intégrer, c'est que notre coaster count va à nouveau se prendre un coup de clé anglaise dans la bouche. Étant donné qu'en plus du roller, c'est au tour de Nighthawk de nous montrer porte close. On avait eu un temps un espoir que le coaster ouvre plus tardivement que les autres, comme ça a pu être le cas pour Carolina Cyclone par exemple, mais force est de constater que ce prototype des Flying Dutchman Vekoma, relocalisé de California's Great America, se refusera à nous à tout jamais, étant donné que le coaster a définitivement fermé à l'issue de la saison 2024. Avec le recul, on se dit qu'on est très content d'avoir pu tester le dernier Flying Dutchman encore debout, à savoir Batwing présent à Six Flags America, qui fermera avec son parc en novembre 2025. Donc si vous voulez pouvoir dire que vous avez essayé l'une de ces très surprenantes machines, il n'y a plus vraiment de temps à perdre. Bon, la confirmation est tombée, Batwing ne rouvrira pas aux visiteurs. La machine était en rade depuis début juillet 2025 et le parc n'a pas eu envie d'engager des frais pour pouvoir réparer la machine, qui rejoindra donc la case de Terry Walker en novembre 2025, comme tout le reste du parc d'ailleurs. C'en est donc fini des Flying Dutchman de cette génération qui est probablement ce que Vekoma a fait de mieux à cette époque avec les Giant Inverted Boomerang, il n'y en a plus un seul en fonctionnement sur la planète. Sachez que les parcs Six Flags possèdent un parc aquatique adjacent au parc d'attractions qui s'appelle généralement Hurricane Harbor, et ici celui de Six Flags America a déjà fermé ses portes aux visiteurs, histoire de ne pas perdre de temps évidemment. Et c'est pas exclu qu'il ferme d'autres rides entre aujourd'hui et donc le mois de novembre, date de fermeture du parc. Encore une belle mort pour un parc Six Flags quoi. Ah bah quand l'année dernière je vous disais que le monopole d'un groupe sur un marché était une très mauvaise chose pour l'industrie et les consommateurs, il y en a quand même qui ont réussi à me dire bah non c'est pas vrai, bah visiblement si. Est-ce qu'on a eu une seule bonne nouvelle depuis la fusion entre Cedar Fair et Six Flags? Non.
Bon allez, fin du petit laïus, on retourne à Carowinds. Attaquons-nous maintenant à un petit coaster familial pondu par Vekoma et ouvert en 2003, j'ai nommé Kiddie Hawk. Il s'agit là d'un Suspended Family Coaster ancienne génération, et plus précisément d'un clone du très mauvais Woodstock's Air Rail de Kings Island. Et alors, puisqu'il s'agit du clone d'un très mauvais coaster, vous aurez deviné comme des grands que Kiddie Hawk est également un très mauvais coaster. Ah ça, on se dit vraiment que c'est une excellente chose que Vekoma ait fait évoluer ses modèles, parce qu'entre l'inconfort total des assises, les bankings dessinés avec l'anus, et les taquets qu'on se prend à chaque fois que le train négocie un virage, c'est vraiment bon pour la benne ces machines. Le seul intérêt à aller les rider, c'est pour pouvoir faire la comparaison avec ce que le constructeur est capable de faire maintenant, typiquement Dragon Flyer à Dollywood ou encore HAL Super Cup à Trips Drill pour les modèles STC. Pour le reste, à part pour le poussin, ça sert à rien, et je me dis qu'il y aurait quelque chose de plus productif à faire en refourguant toute cette ferraille à qui voudrait bien la recycler. Poursuivons notre visite de Carowinds et allons faire un petit comparatif avec un autre truc qu'ils ont pu aussi nous pondre à Kings Island. Et oui, parce que rappelez-vous de l'épisode consacré à Kings Island justement, on avait d'un côté le petit hyper BM du nom de Diamondback et de l'autre l'énormissime giga BM de 11 ans son cadet, j'ai nommé Orion. Eh bien, ils ont fait exactement la même chose à Carowinds, avec d'un côté l'énormissime giga BM Fury 325 qui est arrivé 5 ans après l'hyper BM Intimidator, que nous allons nous empresser de rider de ce pas. Et autant à Kings Island, le petit a largement mis sa branlée au grand, autant à Carowinds, ça ne va pas être tout à fait la même chanson. Intimidator, à ne pas confondre avec Intimidator 305 à Kings Dominion, dont nous parlerons dans quelques épisodes, est un hypercoaster BM de 1620 mètres de long, 70 mètres de hauteur, le tout atteignant la vitesse de 120 km/h. Donc oui, c'est un très beau joujou. Le Grand 8 dispose de trains panoramiques comme Diamondback ou Shambhala, des trains qui nuisent un peu à la cohésion de groupe au moment du ride, mais qui offrent une meilleure sensation de liberté une fois le train engagé sur le parcours. Puis côté confort, que les trains soient panoramiques ou non, c'est toujours le top du top chez BM. Mais alors, que vaut cet Intimidator, Dobek? Eh ben, pour le savoir, on va déjà commencer à grimper le lift de la bête qui nous emmène à 70 mètres de hauteur, pour ensuite dévaler la première drop haute de 64 mètres inclinée à 74 degrés, qui nous permettra de nous engager sur un parcours tout ce qu'il y a de plus classique pour un hyper BM, mais également tout ce qu'il y a de plus efficace en général, c'est-à-dire un parcours essentiellement composé de bosses et de virages. Toutefois ici, un peu biscornu pour certains d'entre eux. La philosophie de ce coaster est donc complètement différente et complémentaire de celle de Fury 325, qui axe davantage son expérience sur la vitesse. Intimidator propose dans sa première partie un enchaînement de boss avec des airtimes sympathiques qui restent plus ou moins du niveau de ceux de Silver Star à Europa Park. Donc c'est long, c'est généreux, c'est pas agressif pour un sou, mais on est heureux de se faire porter de la sorte. C'est pas du tout puissant, mais c'est agréable, et c'est surtout garanti sans vibration. Après ce premier enchaînement de boss qui se fait sur un aller-retour entrecoupé d'un demi-tour croisé qui comporte son petit lot de floating, nous en arrivons aux freins de mi-parcours, freins après lesquels il ne se passera absolument plus rien. La seconde partie du circuit, c'est malheureusement le calme plat, ça manque d'ambition, ça manque de conviction, ça se résume à deux petites tentatives d'airtime tuées dans l'œuf par la mollesse avec laquelle le train les négocie, sans parler de l'hélix entrecoupant ces deux boss qui n'amènera même pas un semblant de force positive pour qu'on puisse se raccrocher à quelque chose. Ah ça, dans le genre pantouflard, c'est pantouflard, et c'est typiquement ce qu'on peut parfois reprocher à cet éminent constructeur qui connaît depuis un moment maintenant une certaine aversion à la prise de risque. Intimidator, c'est clairement pas l'hypercoaster le plus marquant qu'ait pondu BM, et pourtant il reste meilleur qu'Orion, et ça vous replace sur la carte le naufrage qu'a pu être le giga coaster de Kings Island. Intimidator est un coaster plutôt frustrant qui a ouvert la même année qu'un certain Intimidator 305 à Kings Dominion, et qui s'est largement fait voler la vedette par son compère d'Intamin. Après, quand je parlais d'aversion à la prise de risque, au moins Intimidator a fonctionné parfaitement dès sa première année d'exploitation, contrairement à son homonyme de Virginie qui a même eu droit à un petit retracking. Intimidator, c'est donc peu ou prou du même acabit que Silver Star, un coaster qu'on apprécie en ses murs et qui est clairement une espèce de grosse balade plus qu'un coaster à sensation forte. On en aura fait quelques tours parce que ça reste agréable et qu'on ne crache jamais sur ce genre de bécane, mais c'est évident que la bête souffre grandement de la comparaison avec son imposant voisin Fury 325. Et Fury, même s'il ne joue pas dans la même catégorie et axe avant tout son parcours sur la vitesse, c'est un coaster qui est en tout point supérieur à Intimidator. Puis quand on se dit que BM et Intamin ont tous les deux gagné leur appel d'offres pour un coaster de la même catégorie et qu'on voit ce qu'a proposé le concurrent à Kings Dominion, la comparaison est d'autant plus notable. En soi, Intimidator n'est pas un mauvais coaster, mais si pour le cinéma on peut parfois parler de cinéma de papa pour parler d'un cinéma engoncé dans des drames bourgeois un peu coûteux et sans trop de prise de risque, on peut considérer qu'Intimidator est un peu le coaster de papa, un truc à la philosophie old school, un truc très coûteux et vu et revu, sans qu'on ne se risque trop à changer une recette qu'on connaît parfaitement bien. Étant donné que Hurler et Nighthawk nous feront l'impair de rester
rester porte close toute la journée, allons voir ce que ça donne du côté des crédits pour gamins, avec le traditionnel Land Snoopy qu'affectionne tant les parcs Cedar Fair. Encore une fois, contrairement à ce qu'on peut trouver chez Six Flags, c'est vert, c'est ombragé, et même si c'est pas la foire à la théma, il est assez agréable de se balader dans des quartiers verdoyants et entretenus de la sorte. Au programme ici, pas de Balloon Race Zamperla, donc pas d'avis sur cette machine, et oui, je sens d'ici venir votre désappointement, mais bien un tour de Woodstock Express, un wooden PTC ouvert en 1975. Woodstock Express est donc un grand 8 de 413 mètres de long qui a été designé par John C. Allen, l'ingénieur qui est notamment derrière le très sympathique Blue Strike de Cedar Point ou encore derrière les racers de Kings Island et Kings Dominion. Ce Woodstock Express dispose du même parcours que le Woodstock Express de Kings Island que nous avons fait 7 jours auparavant. Donc même si nous ne sommes pas la cible, force est de constater que ces petits coasters sont de très bonnes entrées en matière dans l'univers des wooden pour les jeunes bambins et comportent des sensations sympas pour les enfants qui expérimentent ce type de machine pour la première fois. Côté confort, c'est très adapté aux gamins justement, mais pour nous adultes, les trains seront fort étroits et il y a de grandes chances que vos jambes tapent contre l'habitacle. Mais bon, à la base, on n'est pas du tout la cible de ces coasters, donc forcément, ils ne sont pas adaptés à nos gabarits. Pour les gamins, rien à dire, c'est doux, suffisamment pour qu'ils puissent en profiter pleinement, preuve encore une fois que Cedar Fair s'efforce d'entretenir correctement ses wooden, et ça, c'est un truc avec lequel on ne peut pas tricher. Si mes calculs sont bons, j'ai l'impression qu'il est temps de nous attaquer à notre dernier crédit, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Wilderness Run. Ce nom vous dit sûrement quelque chose, puisque c'est exactement comme ça que s'appelle le kiddie de Cedar Point, et ce qui vous dit certainement quelque chose aussi, c'est qu'il était interdit aux adultes non accompagnés d'enfants à Cedar Point. Eh ben, c'est exactement la même chose à Carowinds, comme dans tous les parcs Cedar Fair d'ailleurs. Donc là, ce sera dans le cululu pour le poussin. Dommage, parce qu'il avait l'air absolument phénoménal, ce petit coaster Miller. Ouais, bon, je sens qu'on s'en remettra. Eh ben voilà, le tour des coasters, c'est fait, et pour certains, c'est refait, voire re-refait. Donc on va pouvoir continuer à flâner gentiment dans le parc. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ensuite? Un tour de Windseeker démocratisé par nos petits copains de Cedar Fair? Pas pour cette fois, non. D'ailleurs, ils auraient bien été emmerdés, les Hollandais de chez Mondial qui ont conçu les Windseeker, si Cedar Fair n'en avait pas acheté autant, étant donné qu'ils ont quasiment été les seuls acquéreurs de ces modèles. Avant d'aller refaire un petit tour de Fury 325, constatons que c'est très agréable que le parc soit animé de partout malgré la faible affluence du jour, avec notamment des concerts et des animations de rue ayant lieu à divers endroits du parc pour notre plus grand plaisir. Allez, je sens que ça fait un petit moment que la Team Gogol n'a pas sévi, donc il est grand temps pour nos compères Emmerich et First Drop de refaire un peu parler de leur talent, qui s'engagent dans un type de flat que je fuis comme la peste, en l'occurrence dans cette Enterprise signé Schwarzkopf et ouvert en 1979. Ah bah vous êtes pas prêts de me voir monter dans ce genre de truc, hein, ça c'est sûr. Pas besoin de harnais ou de ceinture dans ces modèles qui marchent uniquement à la force centrifuge, la vitesse suffisant à vous coller au fond du siège pour vous y laisser sans que vous n'ayez à craindre de vous faire éjecter auprès des écureuils. Mais alors, autant je suis un très grand fan de Mission Space ou d'Antares à Movieland Park, autant les Enterprise c'est très peu pour moi. Et ça tombe bien parce que c'est toujours très beau à voir tourner, et pour les voir tourner, bah faut être à l'extérieur, faut pas être dedans. Nos deux compères s'en seront donnés à cœur joie et seront ressortis de cette machine de l'enfer sans fébrilité particulière, prêts à continuer leur visite de Carowinds comme si de rien n'était. Ah ça y a pas à dire, c'est quand même beau la fougue de la jeunesse. Alors voilà, les Enterprise c'est oui, mais non, vous ne m'aurez pas à me faire poser mes fesses dans une telle machine du diable, ou alors ce sera vraiment lors d'un grand moment de faiblesse de ma part. Mais oui voilà, comme je le disais, c'est beau à voir tourner, c'est hypnotisant, c'est fascinant, et ça on ne pourra pas le retirer à ces modèles. Le soleil se couche sur Carowinds, l'occasion de prendre quelques jolis plans au crépuscule d'attractions aussi esthétiques que mauvaises, et quoi de mieux pour ça que de se tourner du côté des courbes de Carolina Cyclone, le coaster Arrow qui fait si mal mais qui est également si photogénique, comme tous les coasters de son espèce. Pas de tour de Wave Swinger conçu par les Allemands de Zierer, je sais vous l'auriez pourtant voulu mais vous nous excuserez pour cet affront, et profitons de cette soirée pour encore se dire que quand même, il y a quelques petits recoins sympas pour se balader les mains jointes dans le dos à Carowinds. Ah la petite démarche de papa les mains dans le dos au bord de mon bosquet, y a que ça de vrai. Comme on avait fait l'impasse sur le Slingshot tout à l'heure, on aura tout autant fait l'impasse sur ce Sky Coaster pondu par Skyfun One, parce que déjà que le Slingshot était un 20 balles par personne, on s'est dit que ce serait probablement pas beaucoup moins cher de faire un tour de ce bazar. Après bon, vu le débit de l'engin, y a pas vraiment le choix que d'écrémer en venant toucher au porte-monnaie des visiteurs. On a d'ailleurs déjà testé des modèles du genre dans les foires du sud de la France, à l'époque où on n'avait pas peur de mourir dans n'importe quoi. Et en dehors du fait que tu risques ta vie quand c'est opéré par des gens douteux, c'est le genre d'attraction qu'il est clairement amusant de faire, et qui reste toujours aussi fun qu'impressionnant. Bon malheureusement le fun est certes très court, parce qu'après 2-3 balancements, t'attends qu'une chose, c'est que ça s'arrête pour pouvoir revenir au sol, parce que ça n'a plus vraiment d'intérêt. On sera allé se refaire un tour du tantôt agréable, tantôt frustrant Intimidator, histoire de bien ancrer notre avis sur la bête,
bête. Un coaster qui s'appelle désormais Thunder Striker depuis la perte de la licence auprès des ayants droit de Dale Earnhardt. Oui, parce que pour la petite histoire, les deux Intimidators de Carowinds et de Kill the Minion tenaient leur nom de ce fameux Dale Earnhardt, qui était un pilote de NASCAR surnommé The Intimidator et qui est mort lors d'une course à 49 ans parce qu'il a percuté un mur alors qu'il était à quelques secondes de remporter les Daytona 500. Comme ça, vous savez tout. Après avoir été contemplé la tour d'observation Intamin plus américaine tumeur nommée Carolina Sky Tower, décidément il aime beaucoup ce préfixe Carolina dans ce parc, nous serons allés nous attaquer à un ride de nuit absolument exceptionnel à bord du meilleur BM à l'intérieur duquel on ne soit jamais monté, j'ai nommé Fury 325. Déjà, au matin à froid, Fury est une expérience complètement unique, ne connaissant aucun équivalent dans le monde. Ça a la fougue d'un Accelerator Intamin sans pour autant qu'il n'y ait de launch, le ride dépote de manière insensée, chaque changement de direction te fait méchamment chasser des fesses et chaque boss t'offre son petit lot de jets négatifs. Et ce cocktail XXL, le coaster arrive à te le délivrer alors qu'il tourne à froid. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est quand Fury est bien chaud après avoir fonctionné toute la journée. Tu multiplies les éloges par 10 et t'ajoutes à tout ça la désorientation offerte par la nuit qui fait que le tout se transforme en pur moment de magie, ancrant encore davantage ce coaster exceptionnel parmi les tout meilleurs grands 8 du monde. En plus, pour couronner le tout, nous avons fait notre dernier ride à l'avant et je peux vous dire qu'à 4 de front, on a vraiment vécu un moment suspendu dans le temps. On est ressorti de Fury émerveillé, ébahi, les yeux écarquillés, conscients que nous venions de vivre l'un des plus beaux moments de notre vie de passionné de parc d'attractions, à classer parmi des rides aussi anthologiques que celui de Beast de nuit. Phénoménal, grandiose, inoubliable, voici les adjectifs qui résument le mieux cette expérience inestimable de celle qu'on vient chercher lorsqu'on entreprend de faire des trips de ce type aux États-Unis. Et c'est sur ce dernier tour de Fury que s'est achevée notre visite de Carowinds. Un avis sur le parc, Dubik? Mais très certainement, mon jeune ami. Carowinds est un parc dans lequel nous avons passé une excellente journée, déjà grâce à des coasters comme Fury ou Afterburn, et dans une moindre mesure grâce à Intimidator et Copperhead Strike. Ensuite, parce que la gestion du parc nous a très positivement surpris. Il n'y avait pas grand monde et tout tournait au maximum de la capacité, en tout cas quand c'était possible. Les trains étaient la plupart du temps dispatchés avant qu'un autre train n'arrive sur les freins de fin de parcours et ça s'activait vraiment fort sur le quai. Ah là tu vois, s'ils avaient pu mettre 2 trains sur Flying Cobras, le Boomerang Vekoma, nul doute qu'ils l'auraient fait. Alors certes, certains rides n'ont ouvert qu'en début d'après-midi, mais déjà c'était des rides secondaires. Et ensuite, il y a tellement à faire dans ce parc que t'as pas eu le temps de faire ce qui était déjà ouvert que ceux qui étaient initialement fermés commencent finalement à embarquer des visiteurs. Au niveau de l'entretien global, le parc est propre, il y a pas mal d'endroits agréables pour se poser, pas mal de coins de verdure, et c'est loin d'être aussi bétonné qu'on aurait pu le craindre. Mais vous savez ce qui manque clairement à Carowinds, d'ailleurs vous n'avez pas vu la couleur d'un seul de ces rides dans cet épisode, ce qui manque c'est des rides aquatiques. Pas de flume, pas de raft, pas de splash battle, pas de shoot de shut, y a rien. Il y en a eu fut un temps, mais aujourd'hui tout a été retiré. Et avec la chaleur qu'on a eue, on n'aurait pas forcément été contre le fait de se faire un peu arroser la tronche. Bon, les puristes me rétorqueront que Carowinds dispose d'un parc aquatique, mais j'aurais vraiment apprécié au moins une attraction mécanique de ce type. De même, Carowinds comporte quelques excellents coasters, mais comporte aussi beaucoup de merdouilles. Parce que sur les 11 coasters qu'on a pu faire, il y en a 5 qui sont à foutre à la benne, 2 qui sont passables, 2 qui sont sympas, et 2 qui sont des 5 étoiles. Pour un parc axant essentiellement son offre sur les coasters, ça fait pas une très grosse moyenne. En dehors de ça, le parc est vivant, animé, il y a des petits shows un peu partout, des petits concerts qui sont donnés, et on sent que le parc ne lésine pas sur les moyens. Typiquement, cette journée était très peu chargée en affluence, pourtant les shows n'ont pas été annulés, tout a été maintenu, et ça ajoute évidemment beaucoup de vie et de dynamisme à un parc d'attractions. C'est pas chez Six Flags qu'on aurait vu une chose pareille. Et même si effectivement ça ne vaut pas un Cedar Point ou un Kings Island, Carowinds est quand même un parc qui tire son épingle du jeu avec l'un des meilleurs inverted BM du monde, ainsi que le meilleur BM du monde, tout modèle confondu. Un coaster qui vous laissera assurément sur le cul et qui vous fera vous demander pourquoi le constructeur ne propose pas davantage de machines de ce type. Je vous assure que s'il s'agit de nous pondre d'autres modèles du genre, je suis capable de les suivre jusqu'à la mort. Allez, on quitte Carowinds après une journée bien chargée en émotions, une journée bien chargée en ride de tout type, parce que c'est vrai qu'il y a quand même de la variété dans les coasters que propose le parc, et on reprend la route pour notre prochaine destination qui est située à 5 heures de bagnole de là.
5 heures de bagnole parce que Carowinds est vraiment le seul gros parc du coin, hein. Il est situé notamment à 247 km de Dollywood, 362 km de Six Flags Over Georgia et 563 km de Busch Gardens Williamsburg, qui est le parc que nous allons visiter le lendemain. D'ailleurs, c'était le dernier gros trajet du trip avant qu'on en revienne à des distances plus raisonnables. Puis ça me permet d'appuyer sur un truc. Vous avez vu qu'on a quand même éternisé la soirée, hein, à Carowinds. On n'est pas parti tout de suite, hein. Quand on est parti, il faisait déjà nuit noire, ce qui veut dire qu'on avait encore quelques heures de route à faire afin de pouvoir rejoindre Busch Gardens Williamsburg pour le lendemain. Et pourtant, on passait un si bon moment qu'il était hors de question pour nous d'écourter la visite comme nous avons pu le faire à Six Flags Over Georgia la veille, où nous sommes partis bien avant la fermeture du parc. Et de là, on peut réfléchir à l'intérêt pour un parc que de faire en sorte de soigner au maximum l'expérience visiteur. Parce que la résultante de tout ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que fait un visiteur qui reste plus longtemps dans ton parc ? Eh bien, il consomme. Que ce soit des boissons, du snack, ou bien la volonté d'acheter du merch en fin de journée afin de se souvenir d'une bonne visite, il consomme. Concrètement, on a déjeuné dans un restaurant du parc à midi, et on aurait très bien pu partir vers 19h et se dire qu'on allait faire un resto sur la route le soir. Mais étant donné qu'on a décidé de rester sur le parc parce qu'on y passait vraiment un bon moment, eh bien on a fait notre dernier repas, le dîner, donc dans un nouveau restaurant du parc, le soir. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir lâché des thunes dans un diner sur la route le soir, eh bien on a relâché des thunes à Carowinds, donc le midi et le soir. Donc l'équation n'est pas compliquée, hein. Un visiteur satisfait reste. Un visiteur satisfait passe du temps sur le parc. Un visiteur qui passe du temps sur le parc, c'est un visiteur qui consomme davantage. Et en tant que visiteur durant ce trip, je pense qu'on a été beaucoup plus rentable pour Cedar Fair que pour Six Flags. Et quand je dis je pense pas, j'en suis même carrément certain. Cette visite à Carowinds nous aura vraiment plu, déjà grâce à la qualité des opérations, la propreté du parc, l'entretien des espaces verts, la sympathie des employés, et surtout les deux mastodontes que sont Fury et Afterburn, qui sont vraiment deux coasters de classe mondiale qui nécessitent à eux seuls une visite de ce parc. La Palme d'Or allant à Fury, qui est un coaster qui possède beaucoup d'ADN Intamin et SNS, c'est un coaster qui ne connaît absolument aucun équivalent et qui devrait vous foutre une énorme claque aux fesses le jour où vous poserez donc vos fesses dessus. Ah, je vous jure, ce tour de nuit qu'on a eu dessus alors que le coaster avait bien eu le temps de chauffer toute la journée, je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie. Alors oui, c'est un parc qui vaut le détour, c'est un parc qui vaut le coup, mais pour autant que vous aimiez les coasters, hein, parce que c'est vrai qu'en dehors de l'offre en termes de roller coaster, bah y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a bien un Dark Ride qui est exactement le même que celui que nous avons fait à Kings Island, c'est-à-dire Boo Blasters on Boo Hill, qui est donc un Dark Ride interactif signé Sally, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'à part du Flat Ride, ben y a rien quoi. Enfin y a rien, il y a tout de même une bonne quinzaine de grands 8, et des grands 8 qui ne sont pas piqués des hannetons. Après encore une fois, voilà, hein, quand tu vas dans ce genre de parc, tu sais exactement pourquoi tu y vas, y a pas de tromperie sur la marchandise, tu vas pour du roller coaster, et là, tu vas trouver du roller coaster. Ah bah si t'arrives pas à trouver ton bonheur là-dedans, c'est que vraiment, t'es une cause perdue, hein. Il est temps pour moi de clôturer cet épisode consacré à Carowinds, j'espère évidemment qu'il vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous partirons, comme j'ai pu vous le dire au début de ce débriefing, à Busch Gardens Williamsburg, parc situé dans l'état de Virginie qui constituait l'une de mes plus grosses attentes en termes de visite sur ce trip. Ah bah Alpengeist, Griffon, Verbolten, Loch Ness Monster, Escape from Pompeii, y a que des trucs cultes dans ce parc, hein. Et puis il y a aussi le cousin de Toutatis, qui est donc Panthéon. Allez, j'arrête là le teasing, hein, parce que là je sens que je vous ai déjà mis l'eau à la bouche, et donc jusqu'à cette prochaine vidéo qui sera consacrée à Busch Gardens Williamsburg, et bien jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!